100% pour l'économie réelle. Et c'est grâce à cette économie réelle que les pays asiatiques, et notamment la Chine et les pays émergents, vont sortir plus vite que les autres de cette crise mondiale. En effet, la Chine moderne s'est construite à partir de l'industrialisation en se fondant sur le principe qu'on doit bâtir une économie sur du réel, financée par l'épargne, son épargne, et non pas par des crédits ou des prêts. On ne doit pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est ce que les pays occidentaux, malheureusement, ont tendance à oublier. Ils pensent qu'ils peuvent vivre éternellement à crédit, c'est-à-dire avec des prêts. Or, il arrive toujours un moment où il faut rembourser sa dette. Et pour rembourser leur dette souveraine, les États occidentaux sont obligés d'augmenter les impôts, de diminuer les salaires et même de licencier du personnel. Bref, d'appliquer une politique d'austérité très sévère. Mais tout cela provoque justement la crise. Et quelles leçons maintenant pour nous que nous devons en tirer? La leçon, c'est que si les pays riches occidentaux ne peuvent pas vivre éternellement à crédit, il ne faut surtout pas croire que les pays pauvres africains peuvent se permettre de vivre éternellement à crédit. Dans ce cas, il faut modifier notre comportement. Il ne faut plus vivre à crédit et nous faire exploiter. Il faut donc que nous créons par nous-mêmes nos richesses, par la valorisation industrielle de nos produits. Ainsi, avec le sol à ticket, nous pouvons gagner 20 000 milliards par année. Et le manioc, comme vous le savez, n'est pas le seul produit que la Côte d'Ivoire produit, que nous produisons. Nous avons 1000 autres produits que nous pouvons transformer. Si nous faisons cela, eh bien, c'est nous, bientôt, qui allons prêter aux pays occidentaux comme font les pays asiatiques actuellement. La nouvelle vision que vous avez préconisée depuis longtemps n'est-elle pas justement basée sur l'économie réelle? Oui, c'est exact. Nous avons en effet des matières premières qui sont réelles. Le café est réel, le cacao est réel, le manioc est réel. Ensuite, nous les transformons dans les industries réelles. Et une fois transformés en produits finis réels, nous les vendons sur les marchés réels de plusieurs milliards de consommateurs, dont la Chine, qui fait à elle seule plus de 1,3 milliard de consommateurs. C'est cela, l'économie réelle. Vous achetez vos matières premières à 2000 francs. Vous les transformez en produits finis et puis vous les vendez à 20 000 francs. Eh bien, vous avez réellement gagné quoi? 20 000 francs moins 2 000 francs ce que vous avez acheté égale 18 000 francs. C'est votre gain. C'est la valeur ajoutée, votre valeur ajoutée. Ce sont donc des gains réels et tangibles. Par contre, on spécule sur les matières premières, le pétrole, le café, le cacao, etc. Et prenons l'exemple seulement du pétrole. Eh bien, le 11 juillet 2008, le baril de pétrole valait 147 $. Et en 2009, il ne valait plus que 46 $ par baril. En quelques mois seulement, le pétrole a ainsi perdu plus de 100 $. Plus de 2/3 de sa valeur a disparu en quelques mois. On spécule donc sur toutes les matières premières, pétrole compris. Mais une fois transformés en produits finis, c'est-à-dire cacao en chocolat, pour le café, c'est le café soluble, eh bien, ils ne sont plus spéculés. Ils ne font plus l'objet de spéculation. Mieux, leur prix n'arrête pas de monter, comme vous pouvez le savoir. Il suffit d'aller dans les supermarchés pour le savoir.
Avez-vous vu une seule fois le prix du chocolat ou du café soluble baisser? Une seule fois? Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de baisse de prix ni de chocolat ni de café soluble. Il n'y en a pas. Par contre, les fèves ou les grains restent perpétuellement exposés aux variations de cours. Et c'est pour dire que quand on reste dans les matières premières, on est dans l'économie spéculative. Pire, ce sont les gens de l'extérieur qui spéculent sur nos matières premières. Ainsi, lorsque nos matières premières rapportent de l'argent, ce sont eux là, qui empochent les plus-values. Mais quand elles en perdent, eh bien c'est nous qui subissons les pertes, parce que ce sont eux qui fixent nos rémunérations en fixant les cours de nos matières premières à leur gré. Et pour mieux illustrer mes propos, je vous ai cité l'exemple de ce boutiquier qui permet aux clients de fixer librement les prix et de payer à la caisse ce qu'ils veulent. Eh bien, dans ces conditions, notre boutiquier fera faillite au bout de 3 jours, au mieux au bout d'1 semaine. Mais cette situation, c'est ce que les pays africains subissent, supportent ou pratiquent depuis leur indépendance, il y a 51 ans. C'est pourquoi ils sont maintenant des PPTE, c'est-à-dire pays pauvres, très endettés. Alors, devons-nous rester dans l'économie spéculative avec l'exportation de nos matières premières dont nous n'avons retiré aucun bénéfice jusqu'à présent? Ou alors, devons-nous aller tout de suite vers l'économie réelle en passant par la transformation de nos matières premières qui nous permet d'engranger d'énormes bénéfices, d'énormes plus-values? La réponse découle de bon sens. Un jour, j'avais dit seulement, regardez, si nous ne transformons pas nos matières premières, le café par exemple, j'ai montré 2 pièces de 100 francs. Si nous les transformons en café soluble, voilà 5 billets de 5000 francs. Choisissez 2 pièces de 100 francs ou 5 billets de 5000 francs. Ne pas transformer ces 2 pièces de 100 francs, transformer ces 5 billets de 5000 francs. Eh bien, je crois que même un enfant, il dit, il faut transformer. Et voilà les raisons pour lesquelles j'ai toujours été contre l'économie spéculative et à 100% pour l'économie réelle. Et pour confirmer les avantages de l'économie réelle préconisés par la nouvelle vision, je vous donne comme exemple Singapour. Eh bien, est-ce que vous savez que le revenu par habitant à Singapour était de 400 $ il y a à peine 40 ans. Et ce revenu est passé à 40 000 $. C'est de 10 000% d'augmentation. 40 000 $ il y a 2 ans. Et actuellement, eh bien, le revenu par habitant à Singapour s'élève à 57 500 $, soit 2 fois plus que le revenu des Américains. Non, pardon, pas le revenu des Américains, 10 000 $ de plus que le revenu des Américains, mais 2 fois plus que le revenu des Européens. C'est-à-dire 2 fois plus que l'allemand ou le français. Et il en est de même pour le citoyen de Hong Kong, qui a le même revenu que l'Américain, qui est de 45 000 $. Et dire que ces pays sont minuscules et qu'ils n'ont aucune ressource naturelle. Ils n'ont que leur travail et une vision claire pour valoriser leur économie. Alors, pourquoi ne pas les imiter? Nous, qui avons toutes les ressources et même beaucoup de bras valides, compte tenu du fort taux de chômage que nous trouvons ici. Le problème, c'est que c'est nous qui refusons la nouvelle vision et nous voyons les résultats. Pour preuve, la Côte d'Ivoire, naguère prospère, est classée dans les 10 pires économies du monde. Et ce classement a été établi par la célèbre revue économique américaine dénommée Forbes.
qui s'est basé pour ce faire sur les récentes études du FMI et de la Banque mondiale. En admettant que votre nouvelle vision est adoptée maintenant, nous voudrions savoir si, dans le contexte de la panique générale et de la perte subie par les places boursières, la crise mondiale n'aurait pas un impact négatif sur la nouvelle vision que vous préconisez. En d'autres termes, est-ce que cette crise mondiale ne va pas freiner la réalisation de cette nouvelle vision en Côte d'Ivoire et en Afrique en général? C'est une question très pertinente. Mais je peux vous dire que si nous pouvons, si nous savons comment s'y prendre, eh bien l'impact de cette crise sera positif pour nous. En effet, ayant perdu récemment en bourse 7500 milliards de dollars en 45 jours, les détenteurs de fonds ne veulent plus investir en Occident qui présente maintenant trop de risques. Ils cherchent donc des endroits plus sûrs qui leur assurent une bonne rentabilité et une bonne perspective d'avenir. Et pour les différentes raisons que j'ai exposées, ressources naturelles importantes, terres fertiles, absence de catastrophes naturelles, etc. Eh bien, la Côte d'Ivoire est l'endroit rêvé. Oui, je confirme que la Côte d'Ivoire est l'endroit rêvé, mais à condition qu'elle adopte la nouvelle vision dont les grandes lignes sont largement expliquées dans mes précédentes interviews. C'est-à-dire, premièrement, transformation industrielle de nos matières premières. C'est ça, l'économie réelle. Deuxièmement, une réglementation très libérale. En effet, trop de réglementation entraîne automatiquement trop de corruption. Or, aucun investisseur ne voudrait venir investir dans un pays corrompu. Troisièmement, pas ou peu d'impôts et taxes, car trop d'impôts tue l'impôt. En effet, contrairement à ce que nous croyons, eh bien, les pays qui ont le moins d'impôts sont les pays où l'État gagne le plus d'argent. C'est-à-dire que les recettes budgétaires de ces États sont largement excédentaires. Et je prends comme exemple Dubaï ou Hong Kong, qui sont des pays duty-free, c'est-à-dire sans taxes. Concernant Hong Kong, les recettes budgétaires de Hong Kong s'élèvent à 377 milliards de dollars Hong Kong, soit environ 20 fois le budget national ivoirien. Et dire que Hong Kong n'a que 1000 km² comparé aux 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Mieux, si l'État de Hong Kong est très riche, le citoyen de Hong Kong est également très riche, puisque le revenu par habitant à Hong Kong est le même que celui des Américains, soit 45 000 dollars américains par an, soit 10 000 dollars de plus que celui de l'allemand ou du français. Quatrièmement, avec ce nouvel environnement fiscal et réglementaire très favorable aux affaires comme nous venons de voir pour les trois premiers cas, la nouvelle Côte d'Ivoire deviendra un hub commercial vers lequel toute l'Afrique viendra s'approvisionner, car le shopping deviendra très intéressant à Abidjan, compte tenu des produits pas chers car détaxés, tout comme à Dubaï ou à Hong Kong. Dans ces conditions, les investisseurs et les touristes vont donc affluer en Côte d'Ivoire, créant ainsi des usines, des richesses, des autoroutes, des écoles, des hôpitaux et surtout des millions d'emplois pour les Ivoiriens. Et dans ces conditions également, la sécurité sera assurée. En effet,
Il n'y aura pas de guerre là où il y a la prospérité. Il est donc certain qu'avec tous ces atouts, la nouvelle Côte d'Ivoire va attirer une partie des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds appartenant à des États riches. Et ces fonds sont évalués à 12 000 milliards de dollars. Eh bien, ces fonds, depuis qu'ils ont peur, ils sont un peu frileux vis-à-vis de l'Occident, ces fonds recherchent actuellement de tels endroits comme la nouvelle Côte d'Ivoire pour y investir. Maintenant, en supposant que la Côte d'Ivoire n'arrive à attirer que 1% seulement de ces fonds, cela représente quand même 120 milliards de dollars, 120 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 fois le budget national ivoirien. En outre, il faut le préciser, ce ne sont pas des prêts, mais des investissements. Ce qui signifie que nous n'aurons pas des intérêts à payer. C'est un point très important. Quand on sait que le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts de la dette, représente déjà 43% du budget national ivoirien en 2011, soit 2 fois les salaires des fonctionnaires, y compris les corps habillés. Faut-il pour cela augmenter encore nos dettes et par voie de conséquence, augmenter notre service de la dette au point d'arriver à 100% de notre budget national? La réponse c'est non. Au lieu des dettes, il vaut mieux attirer les investisseurs avec la nouvelle vision, car avec les investissements, il n'y aura pas de remboursement ni des intérêts à payer. Ce sera donc tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Et la troisième chose, la dernière, qui renforce ma conviction concernant la nouvelle vision visant à transformer nos produits agricoles, c'est que même quand il y a la crise économique mondiale, les gens ont toujours besoin de manger. Ils peuvent arrêter d'acheter de nouvelles voitures, des réfrigérateurs, des ordinateurs, etc. Mais ils ne peuvent pas arrêter de manger. Or, qu'ai-je préconisé dans la nouvelle vision? C'est la transformation de nos matières premières en produits alimentaires, Atiké par exemple. Et l'agroalimentaire, comme vous le savez, traverse toutes les crises parce que les gens ont perpétuellement besoin de manger. De ce fait, si nous appliquons la nouvelle vision au lieu de la combattre, l'économie ivoirienne en tirera un grand profit. Mieux, la crise mondiale actuelle, qui devrait la frapper très durement, se transformera en une grande bénédiction pour notre pays.